Donc maintenant, ce qu'on aimerait savoir, c'est que vous nous décriviez un peu les pays d'origine des migrants, en majorité, faire une petite photographie en fait, pays d'origine, et puis que vous nous expliquiez aussi comment ils s'organisent, vous essayez de s'organiser. Que ce soit pour du transit court, je pense que Briançon par exemple c'est un lieu plutôt de transit, ou plus long pour rejoindre une autre ville ou un autre pays, c'est le cas de Calais. Par contre pour Calais on s'était mis d'accord, mais je ne sais pas du tout si vous êtes mis d'accord pour savoir qui parlerait en fait pour cette question-là, pour pas vous faire dire la même chose, donc quelqu'un qui puisse présenter la situation des migrants à Calais au niveau d'une photographie générale. Donc on commence par Briançon. Alors pour Briançon, hier on parlait un petit peu de la difficulté d'avoir des chiffres. À Briançon, il y a l'association Refuge Solidaire, donc qui s'occupe en fait d'un lieu d'accueil qui a été mis en place en 2017, un lieu d'accueil temporaire, et qui en fait qui enregistre les personnes quand elles arrivent au centre. Après, les fiches sont détruites, mais par contre, ça permet d'avoir quand même des bonnes données quantitatives sur justement le nombre de personnes hébergées. Il faut savoir que Briançon compte à peu près 12 000 habitants. Et depuis 2017, c'est à peu près 18 000 personnes qui sont passées par le refuge, mais qui restent en effet 3-4 jours, quoi. Donc jusqu'à fin 2017, c'était principalement des hommes seuls, de moins de 30 ans, qui arrivaient des pays d'Afrique subsaharienne francophone, Guinée-Conakry, Côte d'Ivoire, Mali, Sénégal, Cameroun, et il y avait beaucoup de mineurs. En 2018, ils arrivaient un peu plus de pays anglophones, les premières arrivées de familles. Et c'est en 2020 qu'il y a eu vraiment un net changement avec des personnes seules et des familles en provenance d'Afghanistan et d'Iran qui arrivaient depuis la route des Balkans par la Turquie et qui, pour certains et certaines, étaient sur la route depuis plusieurs années. Et il y a aussi des hommes seuls en provenance de Maroc et d'Algérie qui ont commencé à arriver à peu près en 2020 et qui sont maintenant majoritaires depuis cet automne. Donc il y a quand même depuis 1 ou 2 ans des personnes quand même vulnérables, des personnes très âgées ou très jeunes avec des familles entières, beaucoup de femmes enceintes qui peuvent tomber enceintes sur le parcours et qui sont fragilisées par le parcours sur les Balkans, qui est une route très difficile, notamment en Croatie, en Bosnie, avec des multiples pushbacks, des renvois en fait à chaque frontière. Donc en fait il ne faut pas oublier que la frontière à Briançon est associée avec un côté très dangereux lié à la haute montagne. En fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça. La frontière, si les personnes passaient par la route, la frontière ne serait pas du tout dangereuse. Ce qui la rend dangereuse, c'est que les personnes doivent, comme à toutes les frontières, contourner ces contrôles et qu'elles sont en plus donc avec des pathologies qui les fragilisent. Et quand c'est en hiver et qu'il fait très froid, tous ces facteurs font qu'en effet, la frontière devient dangereuse. Donc il y a deux cols en fait principaux. Donc le col de l'Échelle qui a été beaucoup emprunté au début et qui est beaucoup moins maintenant, qui est fermé l'hiver. Donc c'est vraiment une petite route de montagne qui part de Bardonecchia côté italien, qui franchit donc le col de l'Échelle et qui redescend dans la vallée de la Clarée. Et le col de Montgenèvre qui est le plus emprunté, qui est situé à 1800 mètres d'altitude et qui est franchi par une route nationale qui est ouverte elle toute l'année, donc de Turin, sur l'axe Turin-Marseille. Et c'est là où est situé la PAF, le poste de la police aux frontières. Et Montgenèvre, c'est une station de ski. Donc à part l'année dernière et pendant le confinement où c'était très particulier parce que du coup la station n'a pas ouverte. Et à part en hors saison, c'est quand même un lieu où il y a beaucoup de touristes, beaucoup de passages. Donc c'est une configuration assez particulière. Donc les personnes, après avoir franchi le col de Montgenèvre, redescendent à pied il y a un GR en fait, un chemin de grande randonnée, soit par la route, mais du coup elles sont beaucoup plus visibles, jusqu'à Briançon, où elles peuvent rejoindre du coup l'asso Refuge Solidaire, qui avant se situait à côté de la MJC, juste vraiment en plein centre de Briançon, à côté de la gare, et qui, suite à un changement de municipalité et du coup la perte de locaux qui avaient été mis à disposition par la mairie, donc avec un nouveau maire de droite. Il y a une nouvelle, il y a eu un démontage un peu particulier, mais du coup c'est une asso, les Terrasses Solidaires, qui héberge l'asso Refuge Solidaire.
Donc elles peuvent rester là quelques jours pour se reposer avant de partir plutôt vers Paris ou vers d'autres pays en Europe comme l'Allemagne, ou rejoindre éventuellement Calais pour essayer de passer en Angleterre. Bon, par rapport au pays d'origine, en ce moment à Calais, la plupart des personnes viennent de Soudan. Nous, quand on distribue les documents, les NAG, la plupart des traductions sont en arabe. Mais il y a aussi une communauté érythréenne. C'est la seule communauté bien organisée parce qu'il s'habite dans un campement qui plus ou moins reste stable par rapport aux autres. Parce qu'il y a beaucoup d'expulsions et de démantèlements. Mais sinon, il y a aussi des personnes qui viennent de l'Afghanistan et d'autres pays, mais vraiment, le Soudan, c'est le premier pays. Et en moyenne, les personnes restent, on peut dire 6 mois, mais c'est très difficile à dire parce que les personnes qui arrivent et qui passent très vite, et les personnes qui sont là depuis un an. Donc, c'est vraiment différent par rapport à la situation de chaque personne. Après, pendant l'été, on constate qu'il y a pas mal de familles, des enfants. Mais sinon, pendant l'hiver, la plupart des personnes sont seules. Il y a aussi des MENA. Et les chiffres, c'est difficile à savoir, mais... Peut-être MENA pour tout le monde, peut-être tu peux dire mineurs. Ouais, les mineurs non accompagnés. Et les chiffres globaux, c'est aussi difficile à dire, mais environ 1600 personnes en ce moment. Mais ça change tout le temps, parce qu'il y a des jours où il y a 200 personnes qui traversent en mer. Mais après 2 jours, il y a des personnes qui arrivent à la rate. Donc, tous les jours, il y a des personnes qui arrivent. Donc, c'est surtout grâce à Calais Food Collective et les associations qui font distribution de repas, on peut savoir plus ou moins combien de personnes il y a à Calais. Et il y a d'autres par rapport au passage. Avant, c'était rare quand il y avait des passages en bateau en hiver. Mais maintenant, ça continue, même pendant l'hiver. Donc, on a constaté un changement. Mais sinon, il y a aussi les personnes qui essaient de traverser en camion. Je ne sais pas si... Bon, tu veux ajouter des choses? Parce que des fois, on parle de Calais, mais il n'y a pas de Calais, il y a aussi un grand centre. Donc, aussi par rapport aux chiffres, c'est difficile à dire. Parce qu'en fait, nous, on prépare ces documents, les NAG, et on prépare la version des Calais, mais on prépare aussi une autre version pour Grand Centre. Parce qu'il y a, des fois, il y a les mêmes associations qui travaillent à Calais et à Grand Centre, mais sinon, Grand Centre, c'est notre contexte différent, même si ça c'est pas très loin. Il y a des associations qui sont basées à Dunkerque, qui travaillent à Grand Centre. Et bon, après, c'est là peut-être pour expliquer, la Utopia à Calais et Utopia à Grand Centre. Et voilà, je ne sais pas si tu veux ajouter des choses. Aussi par rapport aux zones, enfin du coup il y a des personnes exilées sur toute la côte d'Opale, enfin sur toute la côte nord, et ça va du coup de Dunkerque à Cherbourg, et qu'avec la répression et la militarisation à la frontière, il y a de plus en plus de personnes exilées qui s'éloignent un peu de Calais, qui descendent plus vers Ouessant, Caen, etc. Ou plus dans les terres. Et aussi par rapport aux zones de passage, pour compléter, les personnes, enfin je ne sais plus si tu l'as dit, mais les personnes qui passent en camion, c'est souvent des personnes qui ont très peu d'argent, qui ne peuvent pas payer du coup les passeurs pour passer en bateau. Et sauf que pareil, avec la militarisation à la frontière, les personnes prennent de plus en plus de risques. Le passage en camion est très difficile et très très dangereux. Et donc les personnes tentent parfois par leurs propres moyens de passer par la mer. Il y a des personnes qui peuvent témoigner de passer à la nage ou des canoës-kayaks ou ce genre de choses. Ou alors ils sont dans des réseaux de passeurs. Souvent les témoignages que j'ai eu de personnes qui n'ont pas d'argent et qui veulent absolument passer en Angleterre, les passeurs peuvent leur dire ok, tu conduis le bateau et si tu te fais choper, c'est toi qui vas en prison, quoi. Du coup voilà. C'est pas seulement ça, c'est que quand les gens n'ont pas d'argent,
quand les gens n'ont pas d'argent, les pasteurs disent bah si, on va te faire passer, tu nous rembourseras après. Tu nous rembourseras après, ça veut dire quoi? Il y a les intérêts. À quel taux d'usure, on n'en sait rien. Ça veut dire que les gens, finalement, toute leur vie, ne seront jamais libérés des passeurs. Et ça, moi, les passeurs, je veux bien en parler parce que j'en connais un petit bout là-dessus, pour les avoir fréquentés de très près. Et c'est une horreur. Vraiment, c'est une horreur. Grande Sainte, alors j'ai pas préparé parce que je savais pas que j'allais en parler. Grande Sainte, c'est radicalement différent de Calais dans la Constitution. Je pense que c'est lié aussi justement à la nationalité des passeurs. À Grande Sainte, ce sont des passeurs kurdes et ils sont vraiment très 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 durs. La population, il y a plus du coup des gens qui sont d'Afghanistan, Pakistan. Il y a aussi des Vietnamiens, mais les Vietnamiens de toute éternité, ils ont toujours été un peu indépendants. On les retrouve voilà, pour les distributions, mais ils vivent vraiment une vie, eux, à part. Ça a toujours été comme ça depuis que, je crois, depuis 2007 où je connais un peu le sujet dans le coin. Ça a toujours été comme ça. À Grande-Sainte, on a eu la chance d'avoir un maire qui était un maire hospitalier parce qu'il y a quelques maires du Nord à Noranfon. Il y a aussi des petits camps dont on ne parle pas là parce que l'État a réussi pratiquement à les supprimer. Il y a comme à Grande-Sainte, à Steinvord, à Noranfon, il y en avait un à Angres qui n'existe plus. Et il y avait comme ça des petits camps. Chaque fois, il y avait une aire d'autoroute. Et l'État a été jusqu'à fermer les aires d'autoroute. Ce qui a comme conséquence que les chauffeurs de poids lourds sont ravis de ne pas avoir d'aire d'autoroute avant de passer la frontière. Et donc, qu'est-ce que ça fait? Les chauffeurs de poids lourds sont très contre les migrants, forcément. Et on a vu des chauffeurs de poids lourds jeter une bassine d'eau bouillante à la tête de migrants qui étaient cachés, quoi. Enfin, des trucs aussi horribles que ça. Et, je veux dire, ça participe aussi, ces petites actions de l'État qui n'ont l'air de rien, ça participe aussi à la mentalité générale et au fait que les migrants sont rejetés. Enfin, moi, je pense que j'essaye d'être très attentive à ces petites choses-là qui n'ont strictement l'air de rien. Bon, on ferme une aire de repos, c'est normal, il y a des passeurs, il y a des migrants, on ne veut pas qu'ils soient là. Mais en même temps, du coup, ça agit aussi sur la façon de réagir des routiers qui, eux, ont envie de profiter de leur aire de repos, quoi. Et ça a été fermé très longtemps. Je crois qu'à Steinvord, ça a été fermé 2 ou 3 ans. Ah oui, vraiment, c'est pas des petites fermetures 8 jours, c'est vraiment... on pourrit la vie des gens, quoi. Et à Grande-Sainte, du coup, le maire a été, qui est Damien Carême, que sans doute tout le monde connaît, qui a été très très proactif et qui a créé un camp qui était fait de petites cabanes en bois. Il a créé des voies macadamisées, enfin, c'était vraiment... le camp, je l'ai visité sur plusieurs jours et c'était vraiment très très bien, mais très très tenu par les passeurs. J'ai vu des passeurs avec leur liasse de billets qui, devant les gens, comptaient leurs billets. On vient montrer, c'est moi le chef ici, on ne va pas faire autrement que ce que je dis. Et au niveau des passeurs, j'ai vu, parce que moi j'étais présidente d'une association où on avait un camp qui était de 15 personnes, donc un petit camp de convalescence pour les personnes blessées, malades ou épuisées, j'ai voulu après, épuisées physiquement ou psychologiquement, et qui étaient à Calais, Dunkerque. Et donc l'idée c'était de les mettre à 80 km de Calais, à l'intérieur des terres, loin des passeurs, même si les passeurs sont venus et que je les ai repérés et virés. Mais l'idée c'était ça, et que du coup les gens puissent se reposer, réfléchir, et curieusement, les 3/4 demandaient l'asile. Parce qu'ils disaient, nous on ne connaissait pas les Français pour nous c'est la police, et la police en France pas bien. Et puis tout d'un coup, quand ils ont connu des gens qui leur apportaient des gâteaux, qui s'occupaient d'eux, qui leur apportaient à manger, qui donnaient des douches, etc., ils ont dit finalement les Français, la France c'est pas mal. Et moi j'essayais de leur donner une information la plus neutre possible sur qu'est-ce que c'est que l'asile en France, qu'est-ce que c'est que l'asile en Angleterre, les avantages, les inconvénients des deux côtés, en essayant d'être neutre, parce que j'aurais pas voulu que quelqu'un me dise « Ah mamie, si j'ai demandé l'asile, c'est à cause de toi ». Non, ça devait être leur décision, je les laissais vraiment réfléchir, mais finalement ils se décidaient. Et on a eu une famille de 4 personnes, alors il y avait le père, la mère, la sœur du père et la petite fille, qui disaient nous on connaît personne en Angleterre, on est bien en France, on va s'arrêter là, on va demander l'asile, ok. Et le passeur a appelé, et je l'ai vu à ce moment-là, le père il sanglotait, mais vraiment de toute son âme, alors c'était un monsieur très gai,
il transpirait des gouttes comme des petits pois. Et il m'a dit, mamie, on doit partir. Je dis, non, tu ne dois pas partir, on va vous protéger, t'inquiète pas, on va vous cacher, il n'y a pas de souci. Il dit, non, non, si on ne part pas, en Irak, la famille... C'est à ce point-là, c'est vraiment une mafia. Alors là, l'État dit toujours qu'il s'occupe des passeurs. Bon, je veux bien voir, parce qu'aux distributions, nous les passeurs, on les repère. Donc, alors bien sûr, il faut une voie de fait pour que l'État puisse intervenir. Ils ne peuvent pas, sur la bonne tête des gens, dire ça c'est un passeur. Mais je pense que ça les arrange bien que les passeurs gèrent le flux. Parce que les passeurs font venir les gens de Paris, au fur et à mesure des besoins. Voilà. Je ne sais pas s'il y a encore d'autres choses à dire. Je ne sais pas si on peut parler dans 3 jours. Alors, dans la Roya, il y a eu beaucoup de monde en 2016-2017. On n'a pas des chiffres sur la Roya, mais on a les chiffres même des repas qui étaient distribués à Vintimille, puisque depuis 2015, on distribue des repas. C'est arrivé jusqu'à 800 personnes par jour. Pour vous donner aussi une idée, des gens qui passaient à l'époque, dans la Roya, moi j'habite à Salange, il y a 400 habitants. Entre Noël et la semaine de Noël et le jour de l'an, on a eu 50 personnes à loger. Pour 450 habitants, dont beaucoup de personnes âgées qui bien sûr ne reçoivent pas. Alors c'était beaucoup Soudanais et Érythréens. Actuellement, c'est très variable. Donc, par exemple, lundi, il y avait à nouveau des Soudanais et des Érythréens, mais il y a quelques semaines, c'était des Afghans, des Syriens, des Libyens, voilà. Donc ça... Et le nombre de repas, je dis le repas parce que c'est comme ça qu'on peut compter pour nous, hein. Il peut passer de 250 donc on est beaucoup moins que 800, 250 repas fin décembre, on est redescendu à 50-70 et maintenant on en est à 110. Donc c'est très très fluctuant, ce qui n'est pas toujours facile à suivre. Sinon, et puis ils sont en transit. Alors en transit soit par la côte, où ils se font arrêter plusieurs fois, mais ils arrivent à passer. Des fois c'est au bout de 14 fois, 20 fois. Alors par les trains, par le pas de la mort, vous voyez bien ce que ça veut dire. Et puis ils tentent aussi par la Royale, ils tentaient, maintenant ils tentent moins parce qu'en fait c'est un cul-de-sac. Et on a mis des points de passage autorisés, alors c'est pas plus autorisé que ça, mais c'est un point de passage où on peut vous arrêter comme si c'était la frontière. Donc à Breil, à Sospel, quand ils sont montés, ils se disent on est en France, et puis en fait il faut qu'ils repassent en gros une autre frontière. Et il y a des contrôles dans les trains pour toutes les voitures, etc. On a eu quand même aussi alors la militarisation, on en a moins, bien sûr, forcément on en trouve moins, parce qu'à un moment, sur 8000 habitants, on avait 600 forces de l'ordre. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça donne. On a été un terrain aussi pour expérimenter pas mal de choses, notamment les drones, mais aussi les trucs à infrarouge et autres. Donc chez nous, vous avez compris, ils sont en transit, ils essayent de gagner Nice et puis pas d'y rester parce qu'ils n'ont pas envie, et puis ils ont raison. Mais le transit, il est plus ou moins long. Voilà. On a aussi quand même de plus en plus, notamment dans la vallée, des cadavres parce que c'est pas très cher dans notre vallée, c'est une vallée pauvre. Et donc on a mis des centres pour les demandeurs d'asile où ils restent le temps d'avoir leur papier. Voilà. Et puis vous avez Emmaüs Roya, alors là c'est toujours Cédric Héroux, qui a fait un système un peu spécial, c'est-à-dire que bien sûr c'est des gens qui sont en demande d'asile là aussi, mais qui travaillent à la ferme, alors ils ont des poules, des olives, etc. Voilà, vous avez un peu...
contre, pour la côte, eh ben, bien sûr, il y a des gens qui aident aussi à Nice. Et on travaille tous ensemble au sein de la CAFI. Donc c'est un collectif où il y a les associations italiennes et les associations françaises de tout le coin. Et notamment, on est fédéré aussi pour les maraudes, mais ça, j'en parlerai plus loin. Oui, bon. Donc dans les PO, c'est un peu, disons, c'est très varié en fait. Il y a une émigration qui reste, en particulier toutes les familles déboutées du droit d'asile restent dans le département, mais il y a beaucoup de passages, il y a eu beaucoup de passages traditionnellement d'ouvriers sans papier, de travailleurs sans papier, puisque traditionnellement marocains viennent travailler dans l'agriculture à Perpignan, donc c'était une voie de passage mais traditionnelle et sans trop de problèmes. Par contre, depuis disons 2 mois, 2-3 mois, il y a eu une accélération de passage vraiment par la frontière du côté de la mer, par Cerbère pour vous, essentiellement d'Algériens qui arrivaient du sud de l'Espagne. Donc là, ça a été branle-bas de combat, militaires partout, drones, etc. Chasse à l'homme sur 30 km. Alors, c'est des transits. En fait, ils sont en transit parce qu'ils ne restent pas beaucoup dans la région. Mais là, ça, c'est un des questionnements de comment les aider parce que justement, on n'a pas beaucoup de structures pour ça. Donc, récemment, c'était la question de beaucoup d'Algériens, Marocains aussi, mais essentiellement des Algériens, liés évidemment à la situation politique en Algérie récemment. Voilà, et puis qui viennent en Espagne par bateau, par petits bateaux. Hein. Donc des côtes algériennes jusqu'au sud de l'Espagne et qui remontent évidemment vers la France puisque majoritairement ils parlent français. Mais combien il y en a la PAF donne des chiffres faramineux, toute la presse régionale dit que c'est une invasion, etc. C'est des gens qui peuvent passer 4-5 fois et on les compte à chaque fois. Donc, ceci dit, il est vrai que il y en a beaucoup plus et essentiellement les cheminots CGT de Cerbère, ceux qui sont à la frontière, ont alerté là-dessus puisqu'il y a eu 2 morts sur les voies ferrées parce que le passage se fait sous un tunnel ou par l'école autour de la frontière. Bon, la frontière est pas comme Briançon, c'est une frontière, disons il y a des cols, etc. Mais il fait beau, il n'y a pas de neige, on peut y passer, on peut passer. Bon voilà. En plus, il faut se rappeler quand même que c'était les chemins de la Retirade et que franchement, c'était large comme passage. Voilà, donc essentiellement, apparemment, maintenant, le passage se fait par le Perthus ou par... alors, Perthus, c'est un peu la montagne, ou par la côte. Et bon, ils prennent des chemins difficiles et ils sont sur les routes sur 30 km entre Cerbère et Perpignan. Et il y a plutôt, on en reviendra là-dessus, mais une tentative d'organiser une solidarité immédiate, quoi, parce que de plus en plus, on a des témoignages comme quoi il y a des groupes d'hommes, ou même des familles qui errent dans les vignes, ils ne savent pas où ils sont, ils ne savent pas où aller. Voilà. Bon, donc là, c'est un phénomène relativement nouveau parce que effectivement le reste c'était traditionnellement des familles déboutées du droit d'asile qui étaient pris en charge par la solidarité. Donc c'est un peu différent au niveau c'est un peu récent aussi. Voilà. Oui, juste chose aussi, on a aussi maintenant de plus en plus de femmes. Je ne sais pas si vous savez, mais que la Catalogne Sud, à la frontière de la Catalogne Sud, il y a des grands bordels organisés et qui ont pignon sur rue, hein, ils peuvent faire de la pub, voilà. Et d'ailleurs, la Catalogne Nord, ça c'est un... il y a beaucoup de troisième, on appelle ça troisième mi-temps, là, qui vont de Perpignan à la Catalogne Sud. Et donc, on a des passages et des fuites éventuellement de femmes nigérianes qui sont dans des réseaux de prostitution et qui essayent de sortir de là en passant par les frontières donc Perpignan. Elles ne sont pas très bien accueillies, voilà. Mais c'est aussi un phénomène. Voilà.
J'en profite pour juste rajouter que forcément chez nous c'est plutôt du transit parce que vu la militarisation et les demandes de papier partout dès que vous êtes un peu basané ou carrément noir, il ne fait pas bon de rester ni dans la vallée de la Royale ni sur la Côte d'Azur. C'est bon pour les riches ça.